Les animaux ne crient aussi fort que dans un seul cas, lorsqu'ils se retrouvent dans des pièges tendus par la nature. Un tourbillon, un entonnoir qui émerge à la surface de l'eau et qui peut aspirer tout ce qui se trouve à proximité. Plantes, mammifères, reptiles, insectes, oiseaux. Pénétrer dans un puissant tourbillon signifie mettre sa vie en danger. C'est comme tomber du 18e étage sous la forte pression de l'eau venant d'au-dessus de soi. Les tourbillons ne font d'exception ni pour les humains, ni pour les animaux. Qu'est-ce qui pourrait bien être plus dangereux que ça ? Une saleté de double tourbillon. Des tourbillons océaniques massifs s'étendant sur des centaines de kilomètres fusionnent parfois pour former des modons. Ils sont beaucoup plus grands et 10 fois plus rapides que les tourbillons ordinaires, et ils tournent dans des directions opposées. Les modons peuvent aspirer les animaux marins et les déplacer sur de grandes distances. Malheureusement, ils n'ont pas encore été suffisamment étudiés pour qu'on puisse dire si ce mode de déplacement est plaisant. Pour un poisson, se retrouver dans un modon, c'est peut-être comme acheter un billet de TGV. Ou peut-être que c'est plutôt comme être dans une cabine d'ascenseur qui dévale une montagne en feu. Mais il n'y a pas que dans l'océan ou dans la mer qu'on voit des tourbillons. Bien sûr, c'est là que se trouvent les plus puissants, mais l'eau peut brusquement se transformer en un piège mortel presque n'importe où. Dans un détroit, dans un grand lac, même dans une rivière. Et vous savez quoi ? J'ai trouvé aucune information quant au moyen de prédire l'apparition d'un tourbillon sans équipement spécial ni observation prolongée. Mais qu'en est-il si on est, disons, un canard qui a décidé de barboter dans un lac pendant un moment ? On dirait que même l'instinct animal ne permet pas de dire quand la mort est imminente. Mais peut-être qu'il existe un moyen infaillible de s'en échapper. Eh bien, la stratégie la plus efficace pour échapper à un tourbillon, c'est de ne pas s'y laisser prendre. Cependant, des expériences ont été menées pour voir ce qui arrive à une citrouille de taille moyenne aspirée dans un tourbillon. Elle en est sortie toute seule. Elle s'est retrouvée à un endroit totalement inattendu, de l'autre côté de la route, mais peut-être qu'il est bel et bien possible de survivre à un tourbillon. Par exemple, si on est un canard, ou une grenouille, ou une citrouille. En bref, si on peut survivre sans oxygène pendant une longue période. Et puis j'ai réalisé que je n'avais toujours pas répondu à la question la plus importante. Comment se forment les tourbillons ? Eh bien, le plus souvent, ça se produit lorsque deux courants opposés se rencontrent, entraînant une rotation de l'eau. C'est comme mélanger un liquide dans un verre, sauf que la nature n'a pas de cuillère géante. Un tourbillon peut aussi se produire si l'eau se déplace dans des directions différentes en raison de vents forts. La plupart des tourbillons ne sont pas très grands, de sorte que les nageurs peuvent résister à la force qui les tire vers le bas. Mais certains sont si énormes qu'ils peuvent même aspirer un navire sous l'eau. Et je parle pas des doubles tourbillons océaniques. Le 20 novembre 1980, une catastrophe s'est produite sur le lac Peigneur aux États-Unis, causant un tourbillon colossal. La foreuse d'une plateforme pétrolière a accidentellement percé le dôme de la mine de sel située sous le lac, et l'eau s'est engouffrée. Elle a rapidement élargi le trou de forage de 36 cm, créant un énorme cratère. Ça a englouti une plateforme de forage, 11 barges d'approvisionnement, un remorqueur, de nombreux arbres et environ 260 000 m² de terrain environnant. Selon certains rapports, le tourbillon a même aspiré un quai, une île avec son jardin botanique, des maisons, des camions. Et comme si ça ne suffisait pas, l'air déplacé par l'eau a formé des geysers atteignant 120 mètres de haut. Quelques jours après la catastrophe, lorsque la pression de l'eau s'est égalisée, 9 des 11 barges coulées sont ressorties du tourbillon et sont revenues à la surface. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Il n'y avait personne sur les barges. Et même si ce tourbillon n'était pas naturel, il démontre à quel point l'eau peut être dangereuse. Jusque-là, c'était un lac tranquille. L'instant d'après, on se serait cru dans un film catastrophe. L'eau peut être traîtresse, même lorsqu'il y en a très peu. Prenons par exemple l'asphalte mouillé après la pluie. C'est un phénomène courant pour les humains, et il ne présente aucun danger pour eux. Pour les canards, c'est une autre histoire. En Pennsylvanie, un cacahuï a fait un atterrissage en catastrophe sur l'asphalte. Tout ça parce que l'oiseau avait confondu l'asphalte lisse et humide avec la surface d'un lac, et il avait fait comme d'habitude. Il a plongé dedans. J'ai même découvert que les pattes du cacahuï sont situées sur les côtés de son corps parce qu'il est presque incapable de marcher, il ne fait que nager et voler. Pas étonnant que le pauvre oiseau n'était pas prêt à affronter l'asphalte, c'est pas du tout son élément. Et c'est l'eau qui a tout gâché. Enfin les vacances! Je vais pouvoir me reposer et nager. Ah, voilà le lac! Cependant, pas besoin d'asphalte mouillé pour tromper un oiseau migrateur. C'est pas pour rien que New York est considérée comme l'une des villes les plus dangereuses pour les oiseaux. Non, c'est pas à cause des rats, de l'environnement ou des prix de l'immobilier. Il y a beaucoup trop de verre et de lumière nocturne. Les lumières de la ville peuvent désorienter les oiseaux qui perdent leurs repères spatiaux et s'écrasent contre les bâtiments. Ça se produit aussi pendant la journée, lorsque les oiseaux voient le reflet du ciel dans les façades en verre des bâtiments. On voit le ciel devant soi, ça signifie qu'on peut y voler. Comment ça on ne peut pas ?
Selon les estimations, entre 100 millions et 1 milliard d'oiseaux entrent en collision avec des bâtiments aux États-Unis chaque année, dont plus de 90 000 à New York. Dans le meilleur des cas, ils survivent à la collision, mais le plus souvent, elle s'avère fatale. Pour remédier à cette terrible situation, on a décidé de limiter la quantité de verre dans les constructions. Mais parfois, se contenter d'éteindre la lumière est tout aussi utile. Ça paraît bizarre, mais ça marche vraiment. Les oiseaux qui volent la nuit s'orientent souvent en fonction de sources de lumière naturelles et familières. Et lorsqu'elles sont trop nombreuses, imaginez que vous ayez 15 GPS autour de vous, qui suggèrent des directions complètement différentes, et que vous ne puissiez pas les désactiver. Et vous pouvez pas non plus vous boucher les oreilles, vous êtes un oiseau. En bref, tout le monde s'y perdrait. C'est pourquoi les humains doivent agir à ce sujet. Une étude menée à Chicago a révélé que le simple fait d'éteindre les lumières d'un bâtiment réduisait le nombre d'oiseaux tués de 83% en moyenne. Il faut bien admettre qu'il est difficile d'aller à l'encontre de telles statistiques. Mais même si on éteint les lumières toutes les nuits, il y aura toujours des animaux confus et blessés, à cause du clair de lune. En 2007, une étude a été publiée selon laquelle les chats et les chiens domestiques sont plus susceptibles de se blesser et de tomber malades pendant la pleine lune. Et je parle pas d'un ou deux cas. Les chercheurs ont constaté que les jours proches de la pleine lune, les propriétaires de chats se rendent aux urgences 23% plus souvent et les propriétaires de chiens 28%. Pour toutes sortes de raisons. Et vous savez quoi? Les scientifiques sont incapables d'expliquer pourquoi ça se produit. Si vous avez des théories, partagez-les dans les commentaires. On va aider la communauté scientifique. Habituellement, la pleine lune est associée aux loups-garous qui ne peuvent pas se retenir et se mettent à mordre tout ce qu'ils voient. Difficile de prendre de telles histoires au sérieux, mais si je vous disais qu'il y a des preuves scientifiques de ça, les chats, les chiens, les rats et même les chevaux mordent plus souvent pendant la pleine lune. Ces conclusions ont été tirées par des scientifiques qui ont analysé le nombre de visites à l'hôpital sur 2 ans. Au total, 1621 patients avaient été mordus par des animaux et la grande majorité des morsures avaient eu lieu pendant la pleine lune. Donc, en quelque sorte, la lune pousse les animaux à attaquer les humains. Eh bien, même les humains deviennent plus agressifs lors de la pleine lune. Tant les policiers que les scientifiques constatent que le taux de criminalité augmente durant cette période du cycle lunaire. Et c'est souvent des crimes violents. Les officiers de police de différents pays et villes confirment cette affirmation, et les statistiques scientifiques vont dans le sens de leur ressenti. Il est vrai qu'il n'y a pas toujours d'explications scientifiques solides, pas assez de recherches, des échantillons trop petits. Bon, laissez les agents de police tranquilles, n'interférez pas avec leur travail. Afin de lutter contre la criminalité induite par la Lune, les forces de police intensifient même les patrouilles à certains endroits. On peut dire qu'elles créent des détachements lunaires d'agents de police pour veiller à la paix des citoyens, au nom de la Lune. Je vous le dis, la lumière est une chose perfide. Enfin, en réalité, l'explication réside probablement dans les champs magnétiques, les flux et reflux. Mais j'ai quand même raison! Alors que certains animaux sont affectés par la lumière au point qu'elle les rend fous, agressifs, qu'elle les blesse, voire les tue, les cafards ont appris à tromper la nature. Ils ont littéralement appris à stocker la lumière afin de voir dans l'obscurité, et aussi à voir à travers le temps. Je serais pas surpris de voir bientôt ces petits parasites utiliser une certaine cabine de police bleue, ou quelque chose de similaire. Mais je vais vous expliquer comment ça marche. Les cafards sont en fait des super-héros, ou plutôt des super-méchants. Certaines espèces peuvent retenir leur souffle pendant 40 minutes. D'autres peuvent survivre à une explosion nucléaire, se nourrir de papier et de colle séchée, ou vivre sans tête pendant des semaines. Mais si vous avez eu affaire à des cafards, vous avez probablement remarqué qu'ils parviennent également à vivre dans l'obscurité totale. Pour ce faire, les cafards ont appris à voir par intervalles. Pour le découvrir, les scientifiques ont dû concevoir des sortes de casques de réalité virtuelle pour cafards, et le fonctionnement de ce gadget importe peu. Ce qui est important, c'est que ces insectes ne peuvent percevoir qu'un photon de lumière toutes les 10 secondes, comme lors d'une nuit sans lune. Ce photon ne permet pas vraiment de voir quoi que ce soit, mais les cafards ont eu une idée brillante. Ils stockent ce photon, en quelque sorte, ils mémorisent une partie de l'image qu'ils ont pu identifier. Ils collectent la lumière pour l'utiliser plus tard. 10 secondes après, ils reçoivent un nouveau photon et une nouvelle image. C'est comme prendre une photo avec une pause longue. Vous savez quand, au lieu d'une ampoule, on voit une ligne lumineuse qui correspond à son mouvement. De cette façon, les cafards peuvent survivre dans l'obscurité totale, et même trouver leur chemin. Avec un peu de retard, bien sûr, mais... vous y auriez pensé, vous ? À plus.